Bonjour tout le monde. Je pense qu'on peut commencer. Il est rendu 7h01. Donc, bienvenue au deuxième webinaire de la saison. Je m'appelle Laurence Plamondon et je suis agronome et professionnelle de recherche pour le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, qu'on dit le CRESAD. Donc, aujourd'hui, on a la chance de parler d'apiculture urbaine, mais plus précisément de l'impact de l'apiculture urbaine sur les pollinisateurs sauvages. Et on a avec nous Étienne Normandin, qui est entomologiste et aussi coordonnateur des collections de l'Université de Montréal. C'est aussi l'auteur du Guide des insectes du Québec, qui est un excellent ouvrage de référence, je dois dire. Donc, si vous cherchez un bon livre d'identification des insectes, c'est pas mal le livre à avoir au Québec. Il a aussi mené des recherches sur les pollinisateurs urbains depuis 2012 et dont l'une d'elles, en fait, a été réalisée à Montréal. C'est un petit peu aussi de celle-ci qu'on va parler aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, Étienne, je te laisse la parole pour la suite. Merci, Laurence. Quand j'avais fait ma maîtrise, puis c'est comme ça que ça a commencé, avec mes recherches avec les abeilles sauvages, avec Valérie Fournier qui était à l'Université Laval. Puis on avait été plusieurs fois au CRESAD justement pour aller regarder les ruches qu'il y a là-bas, puis conduire quelques autres recherches aussi. Je vais donc partager mon écran. Je vais partager l'écran au complet. Dis-moi, Laurence, si ça marche. Oui, je vois tout l'écran complet. Tu vois tout l'écran et là, la présentation démarre. C'est bon? Chargement en cours. On voit bien. C'est parti. Parfait. Alors, merci tout le monde d'être là ce soir. Comme Laurence l'a expliqué, on a publié cette année un article justement où on a comparé en fait les populations d'abeilles sauvages 8 ans plus tard. Donc, l'étude que j'évoquais tantôt, justement, qu'on a conduit en 2012-2013 à Montréal et à Québec, et on a rééchantillonné dans les mêmes sites à Montréal en 2020 avec mes collègues Gail McInnes et Carly Zitter de l'Université Concordia. Et puis cette année, justement, on a publié dans PeerJ, et je pense que ça a fait un petit émoi dans la communauté des apiculteurs, à savoir, pendant longtemps, on a essayé de voir est-ce qu'il y a vraiment un effet néfaste des abeilles domestiques sur les abeilles sauvages? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les impacts? Il faut quand même dire qu'il faut avoir un propos nuancé. Hein? On ne parle pas d'un impact catastrophique sur les abeilles sauvages, mais c'est un impact qu'il faut prendre en considération. Donc, il faut y penser quand on fait de l'apiculture et surtout, et là, on le voit là, ici dans ma page de présentation, surtout quand on est en ville, en fait. Donc, il faut bien être sûr du narratif qu'on apporte quand on est apiculteur, quand on pratique cet élevage d'insectes-là, en pensant un petit peu, en ayant une pensée, en tout cas, pour les abeilles sauvages. Et tout ça, ça a commencé, puis la plupart d'entre vous, vous êtes apiculteurs. Ça a commencé dans les années 2008 et même avant, quand on a commencé à avoir le syndrome d'effondrement des ruches. On a vu toutes sortes d'articles dans les journaux passer. Je pense que ça a fait un émoi dans la communauté des apiculteurs, un peu partout dans le monde aussi, parce que tout d'un coup, en quelques années, les apiculteurs avaient des problèmes qu'ils n'avaient pas auparavant ou des problèmes qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils avaient vu auparavant, en tout cas. Donc, on avait des titres comme dans Le Devoir, Préserver les abeilles pour prévenir les carences. Donc, des titres assez évocateurs puis assez, comment je dirais, qui sont impressionnants. Tu sais, un nouveau fléau chez les abeilles, un article de Radio-Canada où finalement on venait d'identifier une nouvelle petite mouche qui pouvait attaquer les abeilles domestiques. On retrouvait des affaires plus aux États-Unis. 40% des abeilles, des colonies d'abeilles aux États-Unis sont en train de mourir depuis les dernières années. A world without bees. Here, what happened if bees goes extinct? Je pense que tout le monde a déjà vu des citations de Einstein, des citations d'experts à gauche, à droite, où on dépeint une espèce de scénario apocalyptique. Qu'est-ce qu'on ferait sans abeilles? Et je pense que ça a créé beaucoup d'émotions, à la fois beaucoup en fait chez le public avec ces titres-là, mais aussi chez les apiculteurs. On en a un autre de CNN, What will happen if the bees disappear? Et au début, ben, on se concentrait beaucoup sur l'abeille domestique, et pour cause, c'est eux qui mouraient. Et puis, on ne parlait pas vraiment des abeilles sauvages. Et on avait des articles carrément qui personnifiaient les abeilles domestiques.
Donc, évidemment, ça crée l'émotion, les gens, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Et puis, tout l'accent, en fait, tout le focus était sur les abeilles domestiques. Bon, et pour cause, il y avait le syndrome d'effondrement des ruches. Puis maintenant, on sait beaucoup mieux les causes et les facteurs qui ont été à l'origine de ça. Comme je vous mentionnais, c'était pas rare hein, de voir ce genre de citations-là passer sur l'Internet. Combien de fois, dans le début des années 2010 à 2015, on m'envoyait, j'avais des amis, des tantes, des oncles qui m'envoyaient ça parce qu'ils savaient que j'étudiais les abeilles. Donc, je l'ai traduit de l'anglais au français pour vous. Si les abeilles disparaissaient de la surface de la Terre, l'homme n'aurait que 4 ans à vivre, plus d'abeilles, plus de pollinisation, plus de plantes, plus d'animaux et plus d'humains. Bon. Et puis ça, ce serait-il une citation de 1994? Bon. Vous me voyez venir, vous savez, Albert Einstein est mort en 1955. Donc, évidemment, il n'a pas pu dire ça en 1994. Et en fait, il y a des experts qui se sont penchés sur cette citation-là et finalement, personne n'a trouvé cette citation-là. Donc, il n'aurait potentiellement pas du tout dit ça à quiconque. Et donc, il y a plusieurs organisations de protection de la nature et de conservation qui ont poussé un certain agenda, un certain narratif qui a fait en sorte que ça a créé une belle bulle d'informations et parfois de désinformation. Puis après ça, s'en est suivi, les scientifiques se sont intéressés plus au sujet, évidemment. Et puis, il y a des gens de la conservation, des étudiants jadis comme moi et des chercheurs qui se sont penchés sur c'est quoi le vrai impact? Est-ce qu'on devrait parler juste de l'abeille domestique? Est-ce qu'on ne devrait pas parler quand même un peu plus des abeilles sauvages? Et maintenant, je pense qu'il y a des collègues canadiens qui ont bien mis de l'avant que la problématique avec les abeilles domestiques, c'était une problématique d'élevage et pas de conservation. Et donc, c'est bien important de faire la distinction entre les deux. Donc, on a associé les deux ensemble, évidemment. Protégeons les abeilles, sauvons les abeilles. Combien de fois on a entendu ça? Mais en fait, l'abeille domestique est une espèce d'insecte élevé, comme le poulet est une espèce élevée. Je fais souvent la comparaison. Si on avait une problématique d'effondrement des populations de poulets, je ne suis pas sûr qu'il y a un ornithologue qui lèverait la main et qui dirait « sauvons les poulets ». Je ne suis pas sûr. C'est un peu la même chose pour l'abeille domestique. Mais n'empêche, il y a des experts et puis ça continue qui se sont penchés sur ces problèmes d'élevage-là. Mais il faut bien faire la distinction avec la problématique de conservation. Parce que depuis les dernières années, depuis les 13 maintenant dernières années, on a vu des déclins de certaines abeilles sauvages, de certaines espèces. Évidemment, on va voir des grands titres comme 10 40 des espèces d'abeilles déclinent en Europe, etc. Il faut bien lire les articles complets, il faut bien lire aussi les méthodes qu'ils ont utilisées pour sortir ces chiffres-là. Souvent, les scientifiques, ils n'apportent pas toujours la nuance qui serait bien d'apporter. Et puis après ça, on a commencé à avoir des titres un peu plus nuancés des journaux, comme le Washington Post, The Unexpected Downside of Raising Bees in Your Backyard. Donc là, on s'intéressait un petit peu plus à l'effet, justement, de l'abeille domestique sur les abeilles sauvages, l'effet de l'environnement, des pesticides, de l'urbanisation sur les abeilles sauvages aussi. Honeybees are not in peril, these bees are. Donc là, on venait de commencer à focusser un petit peu plus sur les abeilles sauvages. The Conservation qui commençait, tu vas regarder Academic Rigor Journalistic Flair, donc des articles de journaux qui allaient vraiment un peu plus profondément dans la réelle problématique. Give bees a chance, we can't afford to lose our wild native pollinators. Donc, vous voyez, on commence à s'intéresser un petit peu plus. Et cette année, et dans les dernières années 2020, bien, là, au Québec, on commençait à plus se demander, est-ce que l'apiculture, ce ne serait pas une fausse bonne idée? Et là, on met le point d'interrogation. La discussion a été démarrée, le débat a été démarré. Personnellement, je ne déteste pas du tout les abeilles domestiques. Dans ma famille, il y a des gens qui en ont, puis j'adore les abeilles domestiques. Il faut juste se demander, est-ce que parfois, on a le bon narratif quand on en parle en milieu urbain, et est-ce qu'on devrait faire attention des fois? C'est des bonnes questions. Et puis, ben, que peut-on espérer du Journal de Montréal qu'un titre évocateur comme ça, qui est un peu apocalyptique, les abeilles productrices de miel menacent les abeilles sauvages. Il faut se calmer un petit peu. On va le voir quand je vais vous expliquer un peu les résultats de notre étude qu'on a menée à Montréal. Donc, on a, comme je vous ai expliqué, on s'est intéressé à ça parce qu'on en parlait depuis 15 ans. 2012-2013,
à Montréal et à Québec, dans 25 sites à Montréal et à Québec, on a fait un échantillonnage. On a identifié, en tout cas à Montréal, 24 000 spécimens d'abeilles, environ 177 espèces d'abeilles sauvages qu'on retrouvait, 163 d'ailleurs à Montréal, 153 à Québec, donc pour un total entre les deux villes de 177. On s'est rendu compte, au travers des années, entre 2012, 2013 puis 2020, qu'il y avait eu une énorme croissance de la quantité de ruches qu'on trouvait en ville. Et quand je parle énorme croissance, pour vous donner une idée, on a 25 sites là, à Montréal, des jardins communautaires, des cimetières, des parcs nature. Et puis, dans mes échantillonnages, 2012-2013, j'avais trouvé moins de 100. J'avais capturé moins de 100 abeilles domestiques. Et vous allez voir le chiffre qu'on a trouvé en 2020. C'est assez impressionnant. Donc, et puis tout ça s'est passé un petit peu sous le nez des registres. Donc, il y avait des compagnies qui ont fait des bonnes affaires, qui ont installé ces ruches-là. Mais on ne savait pas exactement combien il y en avait. Est-ce que c'était des grosses ruches, des petites ruches? Et quelle était la densité? Il y avait des secteurs, il y avait des quartiers à Montréal qui étaient beaucoup plus denses en ruches. Les quartiers, on va les nommer, là, Rosemont, la Petite Patrie, où il y avait beaucoup plus de ruches que dans d'autres quartiers. Donc, il y avait une popularité plus là. Bien, évidemment, il y a plus de monde. Il y a aussi une culture qui est différente d'un quartier à l'autre, donc ce qui expliquait peut-être aussi un plus grand intérêt vers l'apiculture urbaine. Et puis, bien, à Montréal, contrairement à bien des villes à l'international, bien, il n'y a pas de réglementation. Et il n'y en a toujours pas une très claire à ce sujet-là. On n'a pas de limite de quantité de ruches qu'on peut mettre à Montréal, ce qui est pas le cas dans d'autres villes comme Chicago, comme à Londres, comme à Paris. Mais eux l'ont déjà fait, ils ont eu les discussions, ils ont eu les débats et ils ont légiféré là-dessus. Donc, une introduction massive depuis les dernières années. On estimait à peu près 3000 nouvelles ruches de 2013 à 2020. Donc, c'était quand même beaucoup. Ça représente, quand on fait un petit calcul de la quantité d'abeilles, d'individus dans une ruche moyenne, c'est approximativement 150 millions d'abeilles domestiques qui se retrouvaient comme ça à Montréal en seulement quelques années. Donc, il fallait s'y pencher sur cette question-là. Puis les abeilles étaient une belle espèce à étudier parce que c'est une espèce qui démontre presque tous les critères d'une espèce à succès. Pour plusieurs raisons, il y a plusieurs types de compétitions qui peuvent démontrer face à d'autres espèces. Donc, on peut parler de la compétition par exploitation. Donc, évidemment, lorsqu'on se trouve avec une ruche de plus de 100 000 individus dans un endroit, évidemment, les quelques mètres autour de la ruche sont très, très, très exploités. On parle des fleurs, là, sont très exploités par les ouvrières. Donc, je vous parle des types de compétition en général. Un type de compétition par interférence, pas vraiment chez l'abeille à miel. Donc, par interférence, c'est carrément imaginer deux insectes qui se battent ensemble. Donc, les abeilles à miel ne font pas ça. Ils ne vont pas se battre avec les autres abeilles. Il ne faut pas penser que quand on dit que les abeilles domestiques peuvent être une menace pour les abeilles sauvages, il faut penser que les abeilles sur la fleur, ils se poussent, ils font du coude un l'autre. C'est pas ça. Ils ne font pas de compétition par interférence. Par exploitation, oui, et par compétition apparente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Apparente, c'est indirect. Donc, un bon exemple, il y a quelques études, et j'ai même été surpris il y a peu d'études qui ont été réalisées là-dessus. Il y en a une au Japon, puis il y en a deux en Amérique du Nord qui ont été réalisées, comme quoi certaines espèces d'abeilles sauvages, lorsqu'ils voient un individu, une abeille domestique sur une fleur, ils vont éviter ou ça va les forcer à chercher plus longtemps une fleur. Donc, évidemment, si on inonde en ayant plusieurs ruches autour, on va prendre par exemple un arbre qui est en fleur au printemps, ça va bientôt commencer au mois de mai. Si l'arbre, je dirais 50% des fleurs sont occupées ou visitées par des abeilles à miel, bien évidemment, on a des abeilles sauvages qui vont tenter, ils vont rester en vol beaucoup plus longtemps, ils vont avoir beaucoup plus de misère selon l'espèce, encore là, ce n'est pas toutes les espèces qui répondaient négativement, ils vont avoir plus de misère à trouver une piste d'atterrissage sur la fleur ou même à trouver que la fleur a encore assez de pollen et de nectar pour aller dessus et en tirer un avantage, en tirer des ressources. Parce que les abeilles,
si vous ne le saviez pas, laissent des espèces de cues, qu'on appelle en anglais. Ça peut être des petites traces olfactives ou peuvent changer la chaleur de la fleur. Et ça, c'est détectable par plusieurs espèces d'abeilles sauvages et d'autres insectes d'ailleurs qui sont pollinisateurs. Et ça leur donne un faux cue qui font en sorte qu'ils vont rester plus longtemps en vol, qu'ils vont chercher une autre fleur qui n'a pas été visitée trop longtemps après. Donc, l'abeille domestique est capable de faire la compétition par exploitation et apparente. Ils ont aussi un grand pouvoir de dispersion. Je pense que vous le savez, là, ils peuvent faire plusieurs kilomètres. Ils bénéficient de cette espèce d'intelligence collective-là, de pouvoir indiquer où se retrouvent les massifs monofloraux, les bandes fleuries. Donc, c'est vraiment une espèce qui est très, très performante au niveau de ses activités pour aller chercher des ressources, que ce soit du pollen ou du nectar. Ils sont aussi assez résilientes. Vous le savez, vos ruches en ce moment sont en hibernation, sont dans des caveaux, dans des entrepôts. La température est plus basse. Ils peuvent justement réguler leur température, donc ils peuvent survivre, même si c'est une espèce européenne, ils peuvent survivre des températures relativement très basses, consommer plus, faire aller leurs muscles à l'air pour produire un peu de chaleur. Donc, c'est une espèce très performante. C'est pour ça que c'était une bonne espèce à étudier en termes de compétition avec d'autres espèces. C'est pour ça que c'est un bon modèle. Donc, on a utilisé presque les mêmes sites qu'on avait à Montréal. Quand je dis presque, c'est parce ma collègue Gail on était en pleine pandémie, en fait. 2020, c'est là qu'elle a décidé de commencer l'étude, 8 ans après la mienne. Et donc, il y a plusieurs sites qu'on n'était plus capable d'avoir accès, certains cimetières qui refusaient de nous donner l'accès. Ça n'a pas été le cas pour la plupart des jardins communautaires, heureusement. Ils étaient beaucoup plus ouverts. Et puis, bon, l'agriculture urbaine était assez populaire pendant la pandémie, fait qu'il n'y a pas eu trop de problèmes. Puis des cimetières comme à Beaconsfield, le cimetière Lakeview, puis on a le cimetière qui est au coin de Berry-Sauvé qui ont bien accepté, à cause qu'on avait entretenu des relations avec eux, de nous donner. Parce que c'est pas facile, échantillonner dans le cimetière, ça peut paraître facile, on rentre là, puis mais la plupart sont fermés, en fait, pour la plupart des gens. Et donc, il faut pouvoir avoir accès. Surtout celui qui était sur Berry-Sauvé à Montréal, pour ceux qui le connaissent. C'est clôturé complètement, presque en tout temps. Donc, l'accessibilité a fait en sorte qu'on a diminué le nombre de sites. On était obligé de le faire. Et vous voyez ici, on a évalué justement la quantité avec le cercle que vous voyez ici. 500 mètres de rayon autour de chaque site, on a évalué la quantité d'espace vert qu'il y avait autour de chaque site pour essayer de voir est-ce que 8 ans plus tard, les populations d'abeilles sauvages avaient changé. Quel était le facteur? Est-ce que c'était juste les abeilles domestiques qui avaient eu un impact ou c'était d'autres facteurs qu'il fallait les prendre en considération? Donc, les espaces verts ont été aussi mesurés à cet effet-là. Ici, on a les deux étudiants qui ont aidé, Serena Sino puis Élie Comtois, d'université qui était étudiant avec Carl Lesiteux de l'Université Concordia. Je ne sais pas si vous voyez, entre les deux personnes, vous avez une espèce de petit piquet avec 3 bols. Donc ça, c'était la méthode qui était utilisée. On appelle la technique des pièges-bols ou des pan traps en anglais. Donc c'est très facile. C'est 3 pièges de couleur, blanc, jaune et bleu. C'est une peinture qui réfléchit la lumière d'une façon particulière. La peinture Krylon qui est réfléchissante. Et les abeilles sont attirées par ça et ils vont s'engloutir dans l'eau savonneuse. Donc, pour vous donner une idée, si vous ne le savez pas déjà, au Québec, on a environ 365 espèces d'abeilles sauvages. Et ils sont, comment je dirais, pas faciles à identifier. Donc, pour pouvoir les identifier, pour faire une liste des espèces, pour avoir des données sur l'abondance puis la richesse d'espèces, il faut les tuer, il faut les épingler, il faut les inspecter sur le binoculaire. Donc, cette méthode-là permettait de le faire. Elle a été couplée avec du filet entomologique, donc du filet à papillons. Vous voyez Gail dans l'image en bas avec son filet dans un cimetière qui est en train de collecter des abeilles. Donc, on l'a couplé à 2 méthodes. Ça, c'est ce couplage de méthodes-là, cette combinaison-là, elle est recommandée par la plupart des chercheurs pour être capable d'aller chercher le plus possible de spécimens et d'espèces pour bien évaluer la population. Donc, il fallait être rigoureux à ce niveau-là. Si on était pour peut-être trouver un impact de l'abeille domestique, il fallait avoir un excellent échantillonnage
pour ne pas dire n'importe quoi, évidemment, dans la littérature scientifique. On a aussi échantillonné le pollen. Donc, on voulait savoir qu'est-ce qui arrive en milieu urbain dans ces espaces verts-là, les jardins communautaires, les cimetières, puis certains parcs. On a pris une plante modèle qui est le trèfle blanc, Trifolium pratense, non, repens, excusez-moi, Trifolium repens, qui est une plante qui est largement utilisée par plein d'espèces d'abeilles sauvages et d'ailleurs d'abeilles domestiques. Surtout, les abeilles domestiques aiment beaucoup ça. Les bourdons aiment beaucoup les trèfles. Donc, on a utilisé cette espèce modèle-là pour aller compter le nombre de grains de pollen. Et oui, dans un sous-échantillon, évidemment, de petites inflorescences. Donc, on a sélectionné un nombre d'inflorescences sur chacune des fleurs. On a pris un sous-échantillonnage et on a évalué le nombre de grains de pollen qu'il y avait pour savoir est-ce que dans les sites où il y a beaucoup de ruches autour, est-ce qu'on a moins de pollen? Ou est-ce qu'on en a la même quantité? Ou est-ce qu'on en a plus? On s'est posé cette question-là avec justement ce modèle-là. Les résultats bruts du résultat de notre étude, écoutez, regardez, en 2020, Gail et ses acolytes ont collecté 6400 abeilles, donc spécimens. Et ici, à droite, vous avez une image qui vous montre un peu à quel point les abeilles sauvages, si vous ne les connaissez pas, peuvent varier en couleur. Hein. Donc, une abeille sauvage, c'est un bourdon aussi. Donc, les bourdons font partie des abeilles sauvages. On a des petites Tiratina qui adorent polliniser les pissenlits, on a les Mélissodes, on a les agapostémons, le sunflower bee, on a même des abeilles clectoparasites, c'est les deux qui sont au milieu ici, qui viennent voler les nids d'abeilles sauvages, mais eux aussi, ils pollinisent. Donc, 6400 spécimens, 22 genres, 120 espèces, et en 2013, 8563 abeilles dans les sites qui avaient été sélectionnés et 163 espèces. Et quand on regarde en 2020 la proportion de l'abondance de ces spécimens-là, regardez la place que l'abeille domestique prend 8 ans plus tard, c'était beaucoup plus. Donc, ça venait évidemment confirmer les chiffres qu'on avait partiellement des discussions qu'on a eues avec Miel Montréal, des chiffres du MAPAC, puis les estimations qu'on avait. Et c'était dur, c'était difficile d'arriver avec des réels chiffres du nombre de ruches. Et puis probablement, bien évidemment, avec les chiffres qu'on avait, c'est assez clair qu'on a sous-estimé la quantité de ruches. Donc, ça vous donne une idée que les résultats qu'on a sous-estiment la quantité de ruches qu'il y avait. Probablement qu'on a, avec les bons résultats, on aurait eu des conclusions plus impactuelles que ce qu'on a eu dans notre article. C'est juste pour vous dire. Et donc, regardez, on a quasiment le tiers de l'abondance des abeilles qu'on a collectées en ville qui étaient des abeilles domestiques contre seulement une petite centaine d'individus en 2013. Donc, c'était assez impressionnant la quantité d'abeilles domestiques qu'on a trouvées 8 ans plus tard. Je vais vous vulgariser ça. C'est des tableaux tirés de l'article qu'on a publié il y a quelques mois. Donc, les conclusions, les résultats montraient qu'effectivement, il y avait potentiellement une réelle compétition par exploitation, donc on appelle compétition exploitative des ressources, donc du pollen, entre les espèces domestiquées et les espèces indigènes. Donc, vous voyez ici, si vous regardez le premier graphique avec le diagramme, avec la petite abeille ici à gauche, plus on avait une abondance d'abeilles domestiques, plus la richesse en espèces, ça c'est la quantité d'espèces qu'on trouvait, diminuait. Donc, dans toutes les situations où on avait beaucoup d'abeilles domestiques, il y avait moins d'espèces d'abeilles sauvages. Vous voyez le trend, la tendance qui est dirigée vers le bas. Et le graphique que vous voyez à droite, vous voyez l'axe des Y, c'est écrit Small Bee Richness. Ça, c'est pour la richesse des petites espèces. Bon, les plus grosses, vous les connaissez, c'est les bourdons. C'est les plus grosses espèces d'abeilles sauvages. Mais il en existe des très petites. Et en ville, en fait, il y en a souvent beaucoup. Mais la problématique qu'on a vue, c'est que dans les sites où il y avait une surabondance d'abeilles domestiques, bon, on a vu qu'il y avait beaucoup moins de ces petites espèces d'abeilles-là. Donc, c'est à penser que peut-être surtout ces petites espèces-là, ils peuvent moins s'adapter à cette espèce de surabondance des abeilles domestiques-là. Donc, en général, on a vu un effet sur la plupart des espèces d'abeilles sauvages, mais surtout sur les petites espèces quand on compare 2013 et 2020. On voit cette tendance-là qui se dessine.
Donc, plus l'abondance des abeilles domestiques augmente en comparant en 2013 puis 2020, bien évidemment, plus la richesse a diminué avec le temps. Et quand on a regardé avec notre plante modèle, le trèfle blanc, bien, on voyait que, évidemment, bien, ça sonne logique, plus il y avait une abondance d'abeilles domestiques, moins il y avait de pollen qui était disponible dans cette plante-là. Et ça nous montre que lorsqu'on avait une surpopulation d'un type de pollinisateur-là, donc en l'occurrence l'abeille domestique, bien, ça créait des zones de déficience en ressources, en pollen et potentiellement en nectar pour les autres espèces d'abeilles sauvages. On n'a pas utilisé le nectar comme une donnée, comme une variable, parce que c'est très difficile de la comparer parce que s'il fait chaud ou s'il fait plus froid ou si on a des différences en température, la quantité de nectar peut varier et parfois même la plante, selon son système racinaire, peut varier la quantité de nectar qu'elle avait. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le nombre de pollen, qui est une donnée beaucoup plus stable et beaucoup plus comparable dans les analyses statistiques que le nectar. Je pense que ce qu'on retient, ce qu'il faut retenir de cette étude-là et des autres qui ont suivi aussi, hein, on n'a pas été la seule étude qui a démontré qu'il y a une tendance négative d'une surabondance d'abeilles domestiques envers les populations d'abeilles sauvages. Le message n'est pas de dire ben, arrêtons l'apiculture en milieu urbain. Le message, par contre, c'est il ne faut pas dire que l'apiculture en milieu urbain, c'est bon pour la biodiversité. Ça, je pense que, puis j'espère que je vous l'ai démontré avec cette présentation-là, je pense que ce message-là, maintenant, on ne peut plus sortir de la bouche de quelqu'un qui a ces informations-là. Donc, ça n'aide pas la biodiversité, ça ne va pas créer nécessairement plus de graines pour les plantes, puis visiblement, ben, ça enlève des ressources aux populations d'abeilles sauvages qui vivent en milieu urbain. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut faire une très belle apiculture urbaine, avoir un très bel impact éducatif. Quand j'avais été jeune, si j'avais eu un apiculteur en ville qui m'avait montré, ouvert une ruche comme ça, c'est arrivé beaucoup plus tard dans ma carrière d'entomologiste, quand j'avais plus 17-18 ans, je pense. Mais toutes les écoles qui ont des ruches, qui font la promotion justement de pouvoir faire une apiculture, de pouvoir élever des insectes, ce contact-là avec les insectes est essentiel pour enlever la peur, hein, pour augmenter aussi la tolérance, je pense, du public puis de la population envers les insectes puis envers les abeilles en général. La plupart des gens ont peur des abeilles. N'importe quoi est une guêpe puis il va piquer, on s'entend. Donc, je pense qu'il y a une très belle mission éducative qu'on peut faire avec l'apiculture urbaine. Ça fait du miel. Faire attention, par contre, le miel urbain n'est pas toujours de bonne qualité. Il y a du très bon miel de qualité urbain, mais il faut faire attention. On a plusieurs études, d'ailleurs, qui ont été réalisées à l'Université de Laval qui l'ont démontré aussi. Je pense qu'il faut nuancer le message à la lumière des études qui ont été réalisées, puis aussi de la nôtre qu'on a publiée dernièrement. Maintenant, si on veut pratiquer une apiculture durable, une apiculture même, je dirais, urbaine, durable, que vous soyez, mais ces éléments-là de réflexion sont aussi bons quand on est en ville qu'en milieu rural, comme en campagne. Vous les savez, hein, on a parlé des bandes fleuries pendant des années, puis encore aujourd'hui, heureusement, le MAPAC ont des programmes pour encourager les agriculteurs à avoir des bandes fleuries qui sont de plus en plus grandes et des bandes autour des cours d'eau qui sont aussi de plus en plus grandes, qui vont justement promouvoir, encourager des espèces qui vont fleurir. Il faut aussi, en tant qu'apiculteur, que vous soyez en ville ou en milieu urbain, en milieu rural, je pense que c'est important d'aller voir les fermiers, les propriétaires de terrain, les propriétaires terriens en général, et de les encourager à augmenter, s'ils sont capables, la connectivité, parce que ça va aussi augmenter puis aider la santé des abeilles sauvages. Donc, si on est pour mettre des abeilles domestiques dans l'environnement, puis en passant, l'abeille domestique, ça représente encore aujourd'hui la seule espèce qui est considérée comme exotique en Amérique du Nord. C'est la seule espèce exotique comme ça, animale, qu'on rejette, qu'on relâche comme ça librement dans l'environnement. Et donc, si on est pour avoir cette pratique-là, mais je pense qu'il faudrait aussi encourager nos propriétaires terriens à augmenter la connectivité pour à la fois aider les abeilles à miel, mais aider aussi en même temps les abeilles sauvages par le même coup. À les faire
pensez à des aménagements, que ce soit des aménagements de sol, puis on va le voir dans quelques instants, ou des aménagements floraux. Une très bonne idée. Planter indigène, je pense qu'on le répète, vous le savez, mais il fallait que je le mette là. Les espèces indigènes sont cruciales parce que ça fait partie de nos recherches aussi. On voit que si on plante des espèces de végétaux qui sont exotiques, bien souvent on a des espèces d'insectes et d'abeilles exotiques qui vont venir dessus, qui vont les promouvoir, qui vont les favoriser. Donc on ne veut pas nécessairement ces espèces exotiques-là. Donc c'est important de planter indigène et en plus ça survit mieux aux aléas des températures de l'hiver et des sécheresses au Québec quand il y en a. Il faut favoriser une floraison sur toute la saison. Il y a plein de compagnies depuis les dernières années qui se sont lancées dans les ensembles de semences, les bombes de semences et tout ça. C'est bien. Mais si vous regardez la plupart de ces ensembles de semences-là, ils vont promouvoir, il va seulement avoir des espèces de plantes qui fleurissent de fin juin ou début juillet jusqu'à octobre. C'est tout. Parce que ça paraît. Ça va être des plantes qui sont faciles, qui vont pousser facilement et qui font des belles grosses fleurs et qui peuvent s'étaler. Mais la plupart des espèces sauvages, si vous voulez les aider, en fait, vont émerger, ils vont sortir, ils vont faire la majorité de leur travail au printemps. Et ça, c'est vrai pour toutes ce qu'on appelle les andrènes, les abeilles qui nichent dans le sol. Tu sais, c'est 70% des espèces d'abeilles sauvages qui nichent dans le sol. Il faut garder ça en tête. Donc, toutes les espèces de plantes vivaces, les arbustes, quand il y a des gens qui me demandent, Étienne, qu'est-ce que je devrais planter? La première réponse que j'ai, c'est arbuste. Arbustes indigènes. La plupart du temps, les arbustes indigènes vont fleurir justement au printemps, que ce soit du vignoble, que ça peut être même du framboisier, ça peut être très bas si vous voulez faire une pelouse diversifiée, ça peut être des fraisiers sauvages d'ailleurs. Il y a plein de sources. Il y a l'aubépine qui fleurit au printemps, qui est une très bonne source de pollen et de nectar pour toutes les espèces d'insectes pollinisateurs. Et si vous êtes capable, en fait, souvent, on promouvoit ces ensembles de semences-là. Il y a plein d'espèces. Mais en fait, si vous connaissez bien vos abeilles domestiques ou même sauvages, vous savez que les abeilles en général préfèrent les massifs. Les massifs qu'on appelle monofloraux. Donc, une seule espèce de plante. Parce qu'ils savent qu'ils vont... En fait, c'est plus facile pour eux. Ils vont moins travailler s'ils savent qu'ils ont un massif. On parle, ça peut être quelques mètres de large, de diamètre, ce massif-là. C'est mieux pour eux. Ils vont travailler moins fort s'ils savent qu'ils ont un massif monofloraux. Ils ont seulement un endroit à aller. On a vu avec les études que lorsqu'ils vont visiter ces massifs-là, ils vont créer plus de cellules. Et là, je parle des abeilles sauvages, mais probablement que c'est vrai aussi pour les abeilles domestiques. Ils vont ramasser plus facilement, plus rapidement du pollen et vont renflouer l'entrepôt, si on veut, de la ruche d'abeilles domestiques. Donc, des massifs monofloraux, on n'en parle pas assez. Gardez ça en tête, c'est vraiment, vraiment utile pour toutes les abeilles en soi. Donc, ce que je vous conseille, ici, il y a une erreur, je dirais, c'est une des images que j'avais trouvées sur Internet qui montrait un massif monofloral. Et ça, c'est notre ami Nicolas Verreken, qui est en Belgique, qui avait pris cette photo-là. On ne voudrait pas ce massif monofloral-là ici au Québec. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez, la belle plante ici, c'est de la salicarpe pourpre, qui est une espèce exotique, mais qui n'est pas exotique en Europe. Ce qu'on veut entre les massifs, c'est quand même une séparation raisonnable. Donc, on ne veut pas trop les coller parce que sinon, les plantes, évidemment, puis les réseaux racinaires vont se faire compétition puis vont embarquer un par-dessus l'autre. Donc, si vous êtes capable de faire des séparations entre les massifs, c'est bien. Puis ça permet des fois à des abeilles qui nichent dans le sol d'utiliser le sol justement dans ces séparations-là pour nicher. Donc, il faut aussi éviter les massifs monoflorales d'espèces trop dominantes. Et là, je pense à la verge d'or, qui est une espèce bien aimée des horticulteurs puis des gens qui promouvoient le jardinage, les aménagements végétaux pour les abeilles. Mais il faut faire attention, la verge d'or, c'est envahissant. C'est d'ailleurs une espèce considérée envahissante en Europe, mais qui ne l'est pas ici. Donc, faire attention, un bon choix de plantes, vivaces, et encore là, je le répète, les arbustes. On peut faire des aménagements de sol et je dirais, je vous conseille d'aller, si vous ne l'avez pas déjà, le guide des aménagements puis des espèces d'abeilles qui a été publié par le CRAAC. Un bel ouvrage par mon collègue Joseph Moison de Serres, qui est au laboratoire de diagnostic du MAPAC en ce moment.
On a quelques informations d'ailleurs dans le livre, dans ce guide-là, sur les types d'aménagement du sol qui sont faisables et dans un contexte québécois en plus. Donc, allez voir ça. En général, ce qu'on veut dans un aménagement de sol, et c'est assez facile, vous pouvez encourager les propriétaires terriens à le faire, c'est un sol relativement meuble avec 15 à 30, 35 de sol un peu sablonneux. C'est pas nécessaire que ce soit du sable de terrain récréatif. Là. Ça peut être un sol relativement sablonneux et ça va être correct. Les abeilles aiment beaucoup ça, les abeilles sauvages nichées dans ces terrains-là. Ceux qui ont des terres de pâturage, souvent on va démoniser l'espèce de piétinement des bovins, ça va endommager les nids d'abeilles. Mais en fait, de plus en plus d'études sortent pour démontrer que le piétinement des bovins au même endroit, en fait, crée des chemins, fait diminuer la quantité de végétaux, notamment de plantes bases, et ça crée en fait des opportunités pour les abeilles à nicher là. Donc, retour vers la nature, parfois le piétinement des animaux va être bénéfique pour bien des abeilles. Évidemment, on veut minimiser le travail du sol. Si vous voyez des propriétaires qui retournent le sol dans des bandes fleuries ou trop proches des bandes fleuries, allez les voir et allez leur dire, écoute, tu es vraiment en train d'impacter les populations d'abeilles sauvages potentielles dans ces endroits-là. Il faut vraiment minimiser ça. Puis le compactage, si vous allez voir, vous avez peut-être vu des reportages de la Semaine verte, il y a toutes sortes maintenant de nouvelles idées, de nouvelles techniques pour essayer de passer la machinerie dans les champs ou même dans les vergers pour minimiser le compactage dans certains endroits du verger pour justement permettre aux insectes, puis notamment aux abeilles, de pouvoir nicher sans se faire écraser lorsqu'ils sortent au printemps. Et puis ça, c'est une information, je te dirais, additionnelle, l'exposition au sud. Donc, en général, les pollinisateurs, les abeilles sauvages, s'ils ont une exposition au soleil le plus souvent dans la journée, donc au sud, ça va les aider à se réchauffer, à être actifs. Ils vont être beaucoup plus actifs. Des régions qui sont souvent ombragées, on va souvent voir beaucoup moins de niches, de nids qui vont se former à l'intérieur. Et j'ajouterais, dans ces terrains-là, s'il y a des arbres qui ont été abattus ou des chicots qui sont morts, en fait, c'est des excellents habitats pour les abeilles sauvages. Donc, en même temps, on peut les aider en laissant des arbres là, ou même carrément en prenant des arbres morts sur le bord de la route ou à des endroits où vous savez que c'est complètement dénué de vie, donc en plein milieu d'un champ, puis d'amener ces troncs-là dans des bandes fleuries pour vraiment augmenter le potentiel pour les abeilles sauvages. Donc, essayer de minimiser un peu, finalement, l'impact potentiel négatif que peuvent avoir une surabondance d'abeilles domestiques sur les abeilles sauvages en aidant un peu ces espèces-là. À ne pas faire, bien, évidemment, il faut éviter, si vous avez un propriétaire terrien qui est habitué de couper ses champs ou même d'aller trop proche dans des bandes fleuries, bien, il faut aller le voir, il faut lui expliquer, l'éduquer un petit peu, comme vous êtes vraiment, je pense, des agents d'éducation et de vulgarisation pour les propriétaires terriens puis les agriculteurs. Donc, faites-le si vous pouvez le faire. Je le disais, il ne faut pas trop retourner le sol trop souvent. Et l'utilisation de pesticides, on le sait et on le répète, et je vais le répéter, il faut le minimiser au plus possible. Il y a des heures d'application, il y a des moments de l'année pour l'application de certains pesticides. On a des collègues de l'Université Guelph en Ontario qui ont trouvé qu'il restait des résidus de certains pesticides dans le sol par le ruissellement. Donc, quand les reines bourdons vont utiliser des nids pour passer l'hiver, donc des nids d'anciens rongeurs, on voit qu'il y a une percolation de ces pesticides-là jusque dans le sol et ça l'affecterait, en fait, à un certain niveau, les reines bourdons. Donc, des reines bourdons, on en veut, en fait, sur les bordures de champs pour polliniser. C'est des très bons pollinisateurs. Et puis, on sait que certaines espèces de bourdons sont en péril en ce moment. Donc, si on a ça, il faut vraiment les prendre en considération. Puis, en même temps, si vous avez des ruches d'abeilles domestiques, une mauvaise utilisation, une mauvaise application de pesticides, ça peut les perturber, vous le savez. Ça a des effets sous les taux pour les abeilles domestiques. Donc, ça ne va pas nécessairement les tuer sur le champ,
mais vous connaissez bien l'effet des néonicotinoïdes, les néoniques, ils ont un effet sous-létal, ça va affecter leur système immunitaire. Et puis, lorsque vous allez les faire hiberner, bien, les abeilles domestiques, on peut voir un pourcentage plus élevé, justement, de mortalité au printemps. Et là, ça va arriver. Je pense que vous allez les sortir dans pas très longtemps, justement, vos abeilles. Voilà,